Bruno Gollnisch. Bonjour. Le ministre de l'Éducation nationale en France organise tout un tas de réformes. Dans le discours, il se rapproche peut-être un petit peu des positions de votre mouvement. Marine Le Pen a parlé de victoire idéologique du Front National. L'action de M. Blanquer, donc ce ministre, vous la saluez ? Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle est effectivement très positive. Bon, il s'est élevé contre l'écriture inclusive, dont j'ai dit précédemment qu'elle était une absurdité, puisque en français, le masculin est l'expression naturelle du neutre. Il s'est élevé contre la présence abusive, c'est vrai, des téléphones portables ou des outils électroniques chez les bambins qui s'abrutissent complètement et il veut les en priver, non seulement pendant les cours, ce qui me paraît quand même la moindre des choses, mais même pendant les récréations. Je trouve ça très sain, moi. Les gosses et les adultes aussi, dont je suis, passent beaucoup trop de temps devant leurs écrans à s'abrutir au lieu de nouer des relations sociales naturelles en quelque sorte. Et puis je l'ai entendu plaider pour l'héritage du latin. Que vous utilisiez vous-même au Parlement européen, oui, par le passé. Je l'ai utilisé une fois, d'ailleurs de façon assez prémonitoire. C'était le débat, il y a 10 ou 15 ans, lors duquel il a été décidé que le catalan serait une langue officielle de plus, sans être toutefois une langue de travail. Mais j'avais pressenti les germes, là, peut-être d'une dissolution de l'unité espagnole et d'une multiplication alors à l'infini des langues de l'Union. J'avais dit nous ferions mieux de nous exprimer en latin. Si on s'exprimait en latin, ce serait plus difficile parce que pour préparer mon discours que j'ai continué en latin, il m'avait fallu quand même travailler un peu la nuit précédente. Voilà. Mais non, mais l'héritage romain est évidemment l'héritage de la civilisation romaine est l'un des plus importants, qui est imprégné notre civilisation, même si ce n'est pas le seul, bien sûr. Toutes ces mesures, il a, je crois, abrogé l'ABC de l'égalité. C'était un ouvrage pervers que Mme Najat Vallaud-Belkacem avait imposé dans les écoles. Tout ça me paraît aller dans le bon sens. C'est pas parce qu'il appartient à un gouvernement qui n'a pas notre aval, tant s'en faut, et même que nous combattons, que nous sommes incapables de dire ce qu'il peut y avoir de positif chez les uns ou chez les autres, en l'occurrence chez lui. Cela fait des années, Bruno Gollnisch, que vous dénoncez une politique que vous qualifiez de persécution vis-à-vis des automobilistes. Nous attendons donc avec impatience votre réflexion. Ce que vous inspire le fait que ce gouvernement entend baisser de nouveau la limitation de vitesse sur les routes ? C'est une imbécilité qui démontre un manque total d'originalité. Parce qu'on dit 90, c'est trop rapide dans certains cas. Et c'est vrai que 90, c'est une vitesse maximale que je ne pratique moi-même sur une route départementale que quand elle est en ligne droite et parfaitement dégagée. Bon, bien évidemment, c'est pas à cette allure-là que je roule dans les virages. Bon, alors on va dire il y aura moins de morts ou de blessés, soi-disant, si on abaisse la vitesse à 80. Mais il y en aurait encore moins si on l'abaissait à 60. Pourquoi pas à 30 à l'heure ou à 5 à l'heure. À 5 à l'heure, on est assuré en principe. Il y a plus de morts, on va sauver des centaines ou des milliers de vies. C'est le refus de considérer que la vie comporte des risques, le progrès aussi. Je trouve que c'est absurde et si j'y joins aussi quand même les mesures ahurissantes que vient de prendre, encore une fois, Madame Hidalgo et son équipe d'extrémistes, de Khmer verts, écologistes et autres, qui va porter à 50 € les amendes pour dépassement de stationnement à Paris, faire sous-traiter cela, ce qui me paraît très grave, par des sociétés privées. Donc là, on franchit une ligne rouge. C'est-à-dire qu'une procédure pénale pourra être initiée par des sociétés commerciales, ce qui est une logique que je condamne personnellement tout à fait, et qui évidemment, avec le prétexte de mieux permettre aux automobilistes de stationner, bon, on sait que toutes les mesures que Mme Hidalgo et son équipe ont prises ont considérablement augmenté la pollution, sont responsables d'ailleurs, je pense, de crises nerveuses, d'une extrême fatigue,
de la part des habitants de la banlieue et de Paris. Vous parliez de ligne droite, il y en a un qui est le pied sur l'accélérateur sur la droite ligne, c'est Laurent Wauquiez qui vient d'être élu président des Républicains. Vous craignez que Laurent Wauquiez reprenne la ligne Buisson qui était celle de Nicolas Sarkozy, une ligne finalement assez droite nationale et qui chasse sur les terres du front, alors même, permettez-moi de vous le dire, que votre parti est en pleine recomposition, refondation. Il y a un risque Wauquiez pour vous ? Oui, il y a un risque, oui, il faut le dire, parce que le plus grand parti de France, c'est celui sans doute des cocus et content de l'être. Donc ça fait 40 ans qu'on nous sert la même histoire, que les gens ont cru en votant pour Giscard d'Estaing qu'il votait contre la gauche, alors qu'il a fait une politique dite de libéralisme avancé, qui a consisté pour le libéralisme en fait à détruire les valeurs traditionnelles, et puis pour ce qui est d'être avancé, à s'aligner sur la gauche en matière sociale. Bon, ensuite on a cru que ça allait être Chirac qui allait mener une politique de droite, on sait ce qu'il en est advenu. C'était l'immobilisme plus la corruption. Alors les mêmes se sont jetés dans les bras de Sarkozy, qui avait fait croire par quelques excès de langage qu'il reprenait nos convictions. Ça marchera peut-être avec Wauquiez, à moins quand même que, instruits par l'expérience, les Français, dont un de nos grands chefs militaires a dit très justement qu'ils avaient la mémoire courte, eh bien que les Français se rendent compte que tout cela n'est qu'imposture. Car c'est une imposture, et la preuve que c'est une imposture, c'est d'ostraciser le Front National. On ne peut pas, en effet, comme Marine Le Pen l'a très bien souligné d'ailleurs, on ne peut pas, en effet, à la fois se replier en quelque sorte sur les positions du Front National, constater, reconnaître implicitement que le Front National avait raison, et puis dire nous ne voulons à aucun prix de quelque relation que ce soit avec le Front National. Vous gardez la flamme. Il faut garder la flamme, je crois. Et le congrès de la refondation doit être, à mon avis, celui de l'occasion justement d'une réaffirmation des valeurs originales de notre programme, qui n'est pas, contrairement à ce que disent certains, un décalque de celui de M. Mélenchon, au prétexte qu'il y aurait quelques mesures sociales. Il y a des mesures de la droite sociale, nationale, populaire, qui sont tout à fait originales, qui ne doivent rien à la gauche socialiste, et que nous devons intégrer ou réintégrer à notre programme. Alors, sur votre flanc gauche, justement, Bruno Gollnisch, Jean-Luc Mélenchon entend également vous tailler des croupières. Il a repris dernièrement tout de même une stratégie, en tout cas, d'attaque contre les médias, donc il estime à la fois partiaux, menteurs, mensongers. Là aussi, c'était un peu la fonction du front avant d'attaquer frontalement, c'est le cas de le dire, le petit monde médiatique. Oui, le monde médiatique attaquait plus le front que le front n'attaquait le monde médiatique. Jean-Marie Le Pen a toujours été d'une parfaite courtoisie avec les journalistes. Alors, Jean-Luc Mélenchon exprime effectivement sa contestation de la partialité d'un certain nombre de médias. Il a raison, ça ne me choque pas, sauf quand il est inutilement agressif à l'égard de certains journalistes. Il aura du mal quand même à me rejoindre, parce que moi, jusqu'à présent, il n'y a guère que moi qui ai eu à cœur de casser les micro-espions dont l'unique fonction était de surprendre les conversations privées des hommes politiques afin ensuite de les ridiculiser. Voilà. Bon, moi je les ai cassés. Je remarque que d'ailleurs, depuis que le coup de parapluie qui m'a valu une certaine popularité au moins dans les bistrots et ailleurs, cette pratique a considérablement régressé. Canal+, on faisait ses choux gras, et cette pratique détestable consistant à surprendre des conversations à l'insu des gens a quand même régressé. Alors, la semaine passée, deux figures culturelles de la France ont quitté cette terre. Johnny Hallyday, oui, chanteur populaire, bien connu. Jean d'Ormesson, écrivain, qui contribuait beaucoup dans la presse à exalter la culture française. Vous vous recueillez sur la mémoire de ces deux figures ?
Bon, de mortibus nil, c'est d'ici sine bona, je pense. Encore du latin. Bon, oui, on ne doit rien dire des morts si ce n'est du bien. Mais je le dis très naturellement, parce que c'est vrai qu'ils sont dans un genre très différent. Le décès de l'un ayant un peu occulté celui de l'autre, il faut bien le dire. Je crois qu'ils ont contribué d'une certaine façon à la culture française. Alors Johnny Hallyday était un chanteur populaire, et la ferveur que la foule a manifestée à cette occasion montrait qu'il unissait peut-être pas toutes les classes sociales. C'était un succès plus populaire que bourgeois peut-être, mais il unissait les générations par l'exceptionnelle longévité de sa carrière, et aussi par l'ardeur qu'il mettait dans ses prestations. On voit que c'est un homme qui aimait son public et qui vivait pour ça. Et je dirais que ces obsèques, comme l'a relevé pour s'en plaindre M. Mélenchon, ont été une manifestation presque du retour du sacré. Alors, le sacré s'incarne dans des stars, mais il s'est aussi un peu incarné quand même dans la cérémonie de l'église de la Madeleine, où, comme le relève Mélenchon, jour anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité de l'État, qui fut une loi de combat anti-religieuse, bien 3 présidents de la République se trouvaient en même temps dans l'église. Quant à Jean d'Ormesson, c'était un notable orléaniste en quelque sorte. Il n'était pas de nos amis politiques, il était directeur du Figaro, mais il est un peu le prototype de ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'honnête homme, cultivé. Vous avez tweeté en ce sens. Oui, dans la conversation, était extrêmement agréable, c'est vrai. Et à l'égard du Front National, il a été quand même nettement plus correct que beaucoup d'autres commentateurs. J'ai quelques citations de lui. Il a dit qu'il était absurde et néfaste de diaboliser le Front National avec autant de constance, que ce soit d'ailleurs ses électeurs ou ses dirigeants. Traiter de fascistes ses dirigeants et ses électeurs relève d'une dialectique vaine et irresponsable. Alors c'est déjà pas mal. Bon, ceci étant, je regrette qu'un homme de cette intelligence et de cette distinction ait eu des propos qui démontrent qu'il n'avait jamais rencontré un dirigeant du Front National, ni jamais vraiment étudié le programme du Front National. Mais ils accusent, par exemple, de vouloir fermer les frontières. C'est-à-dire quoi, fermer les frontières? Est-ce que nous n'avons jamais été favorables au fait de hérisser la frontière française, de barbelé? Non. Non, nous sommes favorables à l'inversion du courant de l'immigration, à un protectionnisme raisonnable régulant les échanges commerciaux, à taxer de droits de douane certaines importations, mais ce n'est pas fermer les frontières, tout ça. Johnny lui-même d'ailleurs refusé, ça a été rappelé par les observateurs, puisqu'il y a eu une petite polémique sur la présence, ou plutôt l'absence, le refus de la famille d'accueillir Marine Le Pen le jour des obsèques. Oui, je ne sais pas d'ailleurs. Johnny avait chanté à Fréjus contre l'avis un peu de ses musiciens. Absolument, il avait chanté à Fréjus, partout. alors que Fréjus était Front National. Et toujours d'ailleurs une municipalité Front National qui était dirigée par notre excellent ami David Rachlin. Oui. Marine Le Pen a été parfaitement correcte, elle n'a pas souhaité s'imposer. Il était proposé qu'un certain nombre de personnalités parlementaires puissent accéder à la cérémonie de la Madeleine. Elle avait répondu positivement. Elle a appris par la télévision ou la radio que la famille s'y opposait. Qui dans la famille, comment, sous quelle forme, on ne sait pas. Très bien, je pense que l'information a dû être assez malveillante. Si elle est vraie, elle est assez choquante, je trouve, mais ça n'est pas l'essentiel. La plupart de vos collègues du Parlement européen, Bruno Gollnisch, ainsi d'ailleurs que la plupart des gouvernements de l'Union européenne, ont jugé extrêmement regrettable la décision de M. Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Une décision, a-t-il rappelé d'ailleurs, qui avait été actée par le Congrès américain dès 1995, mais qu'il entend acter là dans les mois qui viennent. Alors, est-ce que vous pensez que cette décision est à même de ramener de la sérénité, ou en tout cas de faire progresser la cause de la paix au Proche-Orient, notamment pour les Israéliens comme pour les Palestiniens ?
Ça de ramener la sérénité ou de faire avancer la cause de la paix, certainement pas, parce qu'il est évident que la politique du fait accompli n'est pas de cette nature. La seule chose qui pourrait peut-être ramener la paix ou la sérénité, ce serait l'arrêt des implantations dans ce qui reste de territoire palestinien, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Israël couvre aujourd'hui, je crois, 72% de l'ancien mandat britannique sur la Palestine et colonise les 28% restants. Alors c'est vrai que je sais bien que beaucoup de Juifs qui sont un peuple de très longue mémoire confondent, à mon sens, un peu le spirituel avec le temporel et croient que ces territoires leur ont été donnés en quelque sorte par un mandat du ciel. Bon, ça évidemment, c'est une situation qui est intolérable pour les Palestiniens. Moi, je suis favorable à 2 États, c'est très clair, et la situation de leurs capitales respectives ne peut intervenir qu'à l'issue de négociations équitables. On ne peut pas mettre l'objet de la négociation avant qu'elle ne commence. Ceci étant, moi je crois que M. Trump va s'acquérir, y compris à l'intérieur des États-Unis, par cette mesure, un certain nombre de bienveillances dont il a besoin pour faire face aux accusations parfaitement grotesques et ridicules d'ingérence russe dans l'élection américaine. Je dis parfaitement grotesque et ridicule. Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on nous serine sur les médias français, sont extrêmement contredites par beaucoup de gens très sérieux aux États-Unis, y compris d'anciens dirigeants des services de renseignement américains. Ils disent que la vraie fake news, la vraie information fausse, le véritable bobard, c'est précisément cette histoire d'ingérence russe. Je sais que ça a trouvé son chemin même chez M. Bavrez, qui dit mais c'est affreux, il y aurait 100 000 tweets russes qui auraient été émis pendant la campagne présidentielle américaine. Mais ça fait que si un Russe sur 1000 a émis un tweet de commentaire sur la campagne américaine, ça fait 100 000. Bon, est-ce que c'est une ingérence des autorités russes pour autant? Bon, tout cela est ridicule. Et je pense que ça a occulté, en réalité, ça permet de taper sur Trump, mais cette mesure occulte la réforme fiscale considérable, qui est un succès énorme, auquel il a procédé. Il va y avoir une simplification extraordinaire pour les citoyens de la déclaration d'impôt aux États-Unis, alors que chez nous, elle ne fait qu'augmenter en complexité. Bon, pour ce qui est les tranches de l'impôt sur le revenu sont passent je crois, de 7 à 4. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est considérablement réduit, et celui des sociétés également, qui passe de 35 à 20% sur les bénéfices des sociétés. 15 points de moins. Ça, je crois que ça va attirer aux États-Unis des investisseurs, et les gouvernements européens s'en inquiètent, et ils ont raison. Monsieur le maire, notamment. Voilà, ils ont raison, et on ferait mieux ici de se préoccuper de cela et d'avoir une véritable politique d'allègement fiscal au lieu d'augmenter les charges, les contraintes de toute nature. Vous êtes un homme de tradition, Bruno Gollnisch, oui. et vous étiez la semaine passée à l'école Saint-Cyr-Côte-Quidan, l'école des officiers de l'armée française, pour un baptême de promotion. Oui, j'étais très honoré d'être invité par une ancienne jeune stagiaire, une jeune fille alsacienne, dont la maman était coiffeuse dans le salon de coiffure qui ouvre tous les mois ici au Parlement européen. Et cette jeune fille qui était étudiante en droit a fait un stage d'assistant, et ayant terminé ses études de droit, elle s'est engagée. Elle a été recrutée sur titre, comme beaucoup d'ailleurs, je l'ai découvert, d'étudiants d'écoles de commerce, de sciences politiques ou de facultés de sciences, d'écoles d'ingénieurs. À Saint-Cyr, c'était le baptême de sa promotion, et chaque futur aspirant doit avoir un parrain qui l'adoube avec son sabre, comme l'adoubement des chevaliers, n'est-ce pas? Et elle m'avait demandé d'être ce parrain. J'ai été magnifiquement reçu par les autorités de l'école, et j'ai constaté quand même qu'il y avait encore beaucoup de jeunes Français patriotes, sans
sans aucun excès, mais avec une tenue tout à fait remarquable. Comme on dit, ça avait vraiment de la gueule. Cette belle image de la patrie, on va vous laisser au travail parlementaire, mais une tradition familiale, celle-ci. Noël arrive. Oui. Vous allez passer Noël en famille. Je vais passer Noël en famille. Mais à propos de tradition, je voudrais vous dire que à l'heure où je parle, il y a en ce moment une manifestation qui a été organisée notamment par mon ami Karim Ouchik et par d'autres, devant le Conseil d'État, pour protester contre les arrêts du Conseil d'État qui ont supprimé dans cette commune de Bretagne la croix au-dessus de la statue de Jean-Paul II, qui veulent supprimer les crèches également, comme à Béziers. Ouais, à Hénin-Beaumont, je crois. Oui, à Hénin-Beaumont, effectivement. La laïcité, ça n'est pas l'interdiction de la manifestation de nos traditions les plus anciennes, fussent-elles religieuses, dans l'espace public, à mon avis personnel en tout cas. Donc je les soutiens tout à fait. Et oui, je passerai Noël en famille, mais là c'est un Noël un petit peu exceptionnel, puisque comme j'ai mon fils et sa famille qui sont en Polynésie, ma fille cadette et son mari qui sont à Hong Kong, bien ma femme et moi, ma fille aînée et son mari, nous allons nous retrouver au Japon, qui est équidistant en quelque sorte de nos domiciles respectifs, et passer là-bas Noël et le jour de l'an. Je souhaite un très joyeux Noël et une excellente année et fructueuse année 2018 pour la défense de nos valeurs et de la patrie, à tous ceux qui nous entendent. Joyeux Noël, Bruno Gollnisch. À bientôt. À bientôt.